Bonjour à tous, voici le deuxième TP d'histologie sur lequel je voulais revenir pour le groupe qui n'a pas pu le faire. C'est le marquage tunnel. Donc je voulais vous rappeler un peu le principe de la technique tunnel normalement que vous avez travaillé avec votre travail préparatoire que vous aviez à me rendre pour vendredi et revenir avec vous sur les résultats que l'on aurait dû obtenir. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore quelles sont les modalités d'évaluation pour ce cours de biologie cellulaire, mais peut-être qu'il y aura 2 ou 3 questions sur la technique tunnel et la technique BRDU dans le contrôle final. Donc c'est pour ça que je voulais revenir avec vous sur ce TP que vous n'avez pas forcément pu faire. Donc l'objectif de la technique tunnel, c'est de marquer les cellules qui sont en apoptose. Donc on sépare en général l'apoptose de la nécrose. La nécrose, c'est une mort non anormale. En fait, c'est une mort pathologique, une mort des cellules pathologiques, où les cellules vont éclater et libérer leur contenu dans le milieu extracellulaire. Et donc, il va y avoir une réaction inflammatoire. Dans le cas de l'apoptose, en général, c'est ce qu'on appelle une mort programmée. Elle va pouvoir être soit physiologique, soit pathologique, puisque par exemple l'apoptose se produit dans des cellules cancéreuses. Le principe, c'est qu'il va y avoir une activation par des caspases d'un programme de mort cellulaire qui va permettre de cliver l'ADN et de former des corps apoptotiques qui seront phagocytés par les macrophages, ce qui va limiter en fait la libération du cytoplasme dans le milieu extracellulaire et limiter la réponse inflammatoire. Donc là, ce qui est important de noter, c'est que l'ADN va être coupé au cours de ce processus par des nucléases. Et c'est ça qu'on va utiliser dans le principe de la technique tunnel. Cette coupure ne se produit pas de manière aussi réglée dans des cellules en nécrose. Donc le principe de la technique tunnel, si par exemple on le fait sur un ADN quelconque, donc là j'ai pris un cas, c'est de l'ADN du noyau de spermatozoïde, mais ça marche très bien avec les cellules du coup de l'œil. Si jamais il y a une apoptose, il va y avoir des coupures qui vont s'établir au niveau de l'ADN, ce qui va libérer des extrémités 3'OH. Et il y a une enzyme qui va reconnaître en fait ces extrémités 3'OH, c'est la DDT. Et cette enzyme, en fait, on va lui ajouter dans le milieu d'incubation des marqueurs fluorescents, des nucléotides fluorescents, des DUTP fluorescents plus précisément, et c'est donc qui sont couplés à la fluorécéine. Et donc cette enzyme, elle va permettre en fait d'ajouter à ces extrémités OH ces DUTP fluorescents. Donc ça se produit uniquement dans les cellules en apoptose. Donc seules les cellules en apoptose pourront réagir avec l'enzyme et les DUTP. Et donc les cellules qui sont fluorescentes auront un noyau qui est fluorescent. Donc soit on peut observer le marquage par cytométrie en flux, soit on peut faire un marquage sur des lames et regarder sur des coupes. Alors le problème, c'est que nous on n'a pas de microscope à fluorescence, donc les DUTP fluorescents, on ne va pas les voir. Donc il y a une conversion du signal qui est réalisée. On va utiliser des anticorps anti-fluorécéine, donc c'est le marqueur fluorescent qui est couplé au DUTP. Et donc ces anticorps anti-fluorécine vont se fixer sur les DUTP. Ils sont eux-mêmes couplés à la peroxydase et on ajoute du DAB, qui est le substrat de la peroxydase, pour pouvoir avoir un marquage marron au niveau des cellules qui sont en apoptose. Donc lors du TP, qui était fait en parallèle du TP sur le BRDU, 2 lames ont été traitées. Une lame pour faire un test, donc c'est-à-dire marquer les cellules en apoptose sur des rétines d'embryons de poulet à différents stades de développement, donc E7, 7 jours de développement, E9, 9 jours de développement, E12. Alors il y en a où c'était des lames E6, E10, E13, bon c'était à peu près donc 3 stades. Et donc il y a une lame test et une lame témoin, où en fait on n'a pas mis le mix enzyme et DUTP fluorescent, on a juste mis des DUTP fluorescents. Donc s'il n'y a pas d'enzyme, normalement, les DUTP ne doivent pas être rajoutés aux extrémités 3'OH. Donc normalement on ne doit pas avoir de marquage. Donc ça permet de vérifier la spécificité du marquage. Dans les 2 cas, on a quand même fait après la révélation avec le converteur POD, ce que vous avez dans votre dossier à étudier. Le converteur POD, en fait, c'est des anticorps anti-fluorescence, anti-FITC qui sont couplés à la peroxydase. Et on a ajouté du DAB. Et donc les cellules en apoptose, au lieu d'être fluorescentes, là elles étaient marron et on pouvait observer au microscope optique non fluorescent. Donc je vais vous rappeler quand même les différentes couches de la rétine. Ça, c'était ce qu'on avait vu l'année dernière.
Donc la rétine, elle est donc c'est la couche la plus interne de l'œil. Elle est bordée par un épithélium pigmentaire rétinien. Et vers l'extérieur de l'épithélium pigmentaire rétinien, on a la choroïde que j'ai pas légendée ici, qui contient les vaisseaux sanguins. Donc au stade 6-7, toutes les cellules sont du coup uniformes. On ne distingue pas en fait différentes couches de la rétine. On dit que les cellules sont indifférenciées. C'est des couches de cellules souches qui progressivement en fait au cours du développement vont migrer et se disposer en couches qui correspondront aux différentes cellules fonctionnelles de la rétine. Les différentes couches apparaissent au stade E9, E10. Donc là, il y a un artefact, l'EPR ne doit pas, alors j'ai perdu ma souris, voilà. L'EPR ne doit pas normalement être décollé de la rétine. Donc on a la choroïde vers l'extérieur, l'épithélium pigmentaire rétinien et la rétine, c'est tout ça. Donc vous voyez qu'il y a différentes couches qui ont été mises en place. Alors la couche nucléaire externe, c'est ce qui contient les photorécepteurs, cônes et bâtonnets. Ces photorécepteurs vont transmettre l'information électrique à des cellules dans la couche nucléaire interne, qui sont les cellules bipolaires. Et l'information électrique va être transmise à des cellules ganglionnaires. Et ces cellules ganglionnaires, elles formeront le nerf optique qui va aller jusqu'au cerveau. Donc la couche qui contient les photorécepteurs, c'est la couche nucléaire externe. La couche qui contient les cellules bipolaires, c'est la couche nucléaire interne. Et la couche qui contient les cellules ganglionnaires, c'est la couche des cellules ganglionnaires. Donc ça, c'est un marquage des noyaux. Donc vous voyez que ces couches, en fait, ça contient les noyaux de ces cellules. Et ces cellules, elles établissent des synapses entre elles. Et donc les synapses entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires, c'est ce qu'on appelle la couche plexiforme externe. Donc elle est blanche parce qu'elle n'est pas colorée par les malins. Donc si on a un marquage tunnel, comme c'est un marquage dans les noyaux, on ne pourra jamais avoir de marquage dans une couche plexiforme, normalement. C'est que un marquage dans une couche nucléaire. Et ensuite, la CPI, donc la couche plexiforme interne, c'est celle-là. Donc c'est les synapses entre les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Et là, vous voyez une couche blanche qui contient en fait les axones des cellules ganglionnaires qui formeront le nerf optique. Donc au stade 12, en fait, on retrouve la même organisation, sauf que les couches sont plus condensées parce que on a eu une perte des cellules, notamment par apoptose et une condensation en fait de la rétine. L'EPR n'est pas présent sur cette couche, il serait vers l'extérieur, c'est pour ça que j'ai quand même gardé la flèche. La couche nucléaire externe est plus fine. La couche nucléaire interne, c'est la plus épaisse. Et vous voyez que la couche plexiforme interne va vraiment se différencier, se mettre en place pour bien séparer les cellules bipolaires de la couche nucléaire interne des cellules ganglionnaires qui sont là. Et les axones des cellules ganglionnaires aussi vont se compacter. Donc là, je vais juste vous donner les résultats du marquage tunnel pour la lame test. J'ai pas réussi à récupérer les lames témoins. Donc je remercie Louise du groupe de TP2 qui nous fournit ces lames et ces photos. Donc au stade 7, voilà le marquage tunnel que l'on obtenait. Donc pour vous représenter, ici c'est la choroïde et la sclérotique. Ici on a l'épithélium pigmentaire rétinien en noir. Donc ça c'est une coloration qui n'est pas due au marquage tunnel. Et tout ça c'est la rétine, indifférenciée à ce stade. Et donc on voit qu'on a un marquage tunnel marron au niveau de cette couche-là qui est juste sous l'épithélium pigmentaire rétinien. Donc normalement au stade 7, les cellules sont toutes indifférenciées, sauf que là on voit quand même qu'il y a une partie des cellules qui va entrer en apoptose. Donc c'est une apoptose physiologique, on n'a pas fait de traitement sur les cellules, donc elles meurent naturellement. Et ces cellules, en fait, ce sont les futurs photorécepteurs. Et donc un des principes du développement du système nerveux, c'est qu'on va générer beaucoup de cellules en excès, et seules celles qui vont pouvoir former des connexions synaptiques vont survivre. Et donc là, du coup, toutes celles qui n'ont pas établi leur connexion synaptique vont mourir par cette apoptose naturelle. Donc là, en fait, on voit que le lieu de mort des cellules qui sont générées en excès, c'est plutôt sous l'épithélium pigmentaire rétinien. Donc après, si on regarde au stade E10 et E13, on retrouve à peu près le même marquage. Donc là, vous avez la sclérotique, la choroïde. Et vous voyez qu'il y a des cellules qui sont marquées dans la choroïde. Alors ces cellules, on les verrait marquées dans les témoins négatifs. Donc ça veut dire que ce n'est pas lié au marquage tunnel. Ces cellules, ce sont encore les hématies. Et donc du coup, comme pour le marquage avec le BRDU, ces hématies, en fait, elles contiennent de la peroxydase endogène. Et donc, elles ont réagi avec le DAB. Et c'est pas du tout un marquage tunnel. Donc là, on a l'épithélium pigmentaire rétinien. Là, on a la rétine. Donc avec le contraste, on voit pas très bien les différentes couches. Mais vous voyez que ce sont les cellules de la couche nucléaire externe, les photorécepteurs, qui sont en train d'entrer en apoptose majoritairement.
Et enfin, au stade 13, eh ben, on a exactement le même résultat. On voit plus les couches qui se sont différenciées, même si la cellule, la photo est un petit peu floue, mais c'est normal parce qu'on a pris des photos avec l'appareil. Donc là, on a les hématies dans la choroïde qui sont aussi présentes dans les témoins négatifs, donc ça veut dire qu'elles ont un marquage non spécifique. On a le PR, et sous le PR, on a le marquage marron qui correspond au photorécepteur. Donc là, cette technique, elle permet de montrer que naturellement, au cours du développement de la rétine, des cellules entrent en apoptose, et donc essentiellement les photorécepteurs, et que c'est un processus normal de développement, c'est pas un processus du coup pathologique, c'est lié au développement du système nerveux. Donc voilà ce qu'on aurait dû tirer comme information de nos observations. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur cette méthode qui est souvent utilisée dans les laboratoires de recherche plutôt pour faire de l'analyse des cellules en apoptose. Mais ça peut être aussi en cytométrie en flux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bon courage pour ce travail à domicile. À bientôt.